Et du coup, bienvenue à tous. On est vraiment ravis de vous avoir aujourd'hui pour ce nouveau webinaire Protéines XTC. Et aujourd'hui, on va se parler du coup des 10 points à retenir lorsque l'on souhaite s'adresser à une cible particulière qui est la cible professionnelle de santé quand on est une entreprise agroalimentaire. Donc, avant de commencer, je me présente. Donc, moi, c'est Anne-Claire Petitcol, responsable communication et commerciale chez Protéines XTC. Et rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent peut-être pas encore, Protéines XTC, c'est une société de conseil spécialisée dans le secteur de l'agroalimentaire et de la santé. Et on compte en notre sein une trentaine de consultants, dont la moitié ont un profil scientifique, c'est-à-dire avec des formations en sciences de l'alimentation. Et de l'autre côté, vous allez avoir des profils plus communicants, marketeurs, retail, spécialisés en retail. Et ici, on a un parfait exemple pour ce webinaire de ce binôme scientifique communicant, puisque j'ai avec moi du coup Soa, qui est directrice de clientèle communication pour notre pôle justement communication, relations presse, influence. Et de l'autre côté, Pierre Gaudin, qui est consultant ingénieur senior pour notre pôle conseil scientifique. Voilà, donc avant de vous laisser la parole, Pierre et Soa, je précise à tout le monde que vous pouvez poser vos questions dans le chat à disposition et on s'est prévu un temps d'échange à la fin. Le webinaire devrait durer 30 minutes et ensuite 15 minutes d'échange. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, écoutez, bon webinaire à tous. Alors, on commence. Vous m'entendez? Bonjour à tous. Donc, merci Anne-Claire pour cette présentation. Donc, on ne va pas se représenter une deuxième fois. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, pourquoi aujourd'hui on a décidé de vous parler de la communication auprès des professionnels de santé? Eh bien, parce que comme vous le savez, nous chez Protéines, l'alimentaire, c'est notre domaine. Et ça fait un bout de temps qu'on a envie de vous partager ce webinaire pour parler de la communication pro de santé. Aujourd'hui, il y a deux chiffres qui nous ont interpellés. 69% des consommateurs français s'intéressent à l'impact de l'alimentation sur leur santé et 90% des patients souhaitent recevoir des conseils alimentaires par leur médecin généraliste. Donc, ces deux chiffres très forts confirment ce lien qui devient de plus en plus fort entre l'alimentation et la santé. Et du coup, le professionnel de santé, il est devenu notre super allié pour transmettre à nos patients, enfin à ces patients, les atouts de notre marque alimentaire. Donc après cette petite introduction, nous allons passer directement aux 10 choses que nous avons préparées aujourd'hui. Donc ces 10 choses à retenir sur le professionnel de santé, quelles que soient ses spécialités, afin de définir une communication pro de santé efficace. Donc ces 10 points sont bien sûr issus de notre expérience, mais aussi de plusieurs études publiées récemment. Voilà, on commence. Alors, premier enseignement, est-ce qu'on parle d'un professionnel de santé ou de plusieurs professionnels de santé? On se demande en tant que marque alimentaire si nous devons s'adresser à une seule spécialité, une spécialité spécifique ou à plusieurs. Donc, communiquer auprès d'une cible experte n'est pas toujours évident. Et pour pouvoir le faire correctement et efficacement, c'est très important de bien connaître les professionnels de santé et d'identifier là ou les spécialistes qui correspondent à votre marque ou à votre produit. Effectivement, donc on a listé ici quelques exemples de profils de professionnels de santé auxquels on peut s'adresser. Il en existe bien sûr d'autres qui peuvent être intéressants à approcher selon la stratégie de communication et les messages qu'on veut adresser. Effectivement, soit l'a dit avant, selon les messages, la stratégie de communication, il y a certains spécialistes qui vont être plus intéressants à cibler que d'autres, sachant qu'on peut aussi s'intéresser à plusieurs spécialistes dans le cadre d'une seule et même communication. Ce sont des cibles qui sont susceptibles d'être sollicitées par leurs patients sur des questions autour de l'alimentation. Alors naturellement, là aussi, selon les cibles, la nature des questions ne seront pas tout à fait les mêmes et c'est justement ça qu'il faut prendre en compte.
Si on commence avec la cible des médecins généralistes, on le sait, c'est une cible assez large, souvent moins encline à recevoir des messages sur l'alimentation directement, puisque c'est peut-être moins lié à leur cœur de métier, et qui a, plus que pour les autres spécialités, assez peu de temps à consacrer en dehors de sa pratique. Donc on le verra un peu plus tard. D'une manière générale, les professionnels de santé ont assez peu de temps pour se documenter, puisqu'ils sont très sollicités. C'est particulièrement le cas des médecins généralistes qui sont souvent la première porte d'entrée pour les consommateurs. On sait aussi que c'est une cible qui est souvent moins formée à la nutrition, en tout cas aux enjeux alimentaires. Deuxième cible, c'est celle des diététiciens nutritionnistes, qui, elle, est une cible plus encline au dialogue avec les marques alimentaires et souvent plus demandeuse de messages et d'outils. Leur cœur de métier est naturellement tourné vers les problématiques liées à l'alimentation et à la nutrition, donc c'est normal que cette cible soit plus demandeuse et parfois même en attente de certains outils qu'on a l'habitude de leur adresser. Troisième cible, qui est celle des pédiatres, une cible plutôt neutre, mais qui va être naturellement plus stratégique pour leurs enfants de par leur métier. Et on le sait d'expérience, c'est une cible qui est tout particulièrement sensible aux efforts nutritionnels des entreprises, des marques. Donc, on peut des réductions en sucre, des réductions en sel, tout ce qui va être en lien avec les enjeux alimentaires qui vont être liés particulièrement aux enfants, c'est une cible qui va y être très sensible. Quatrième exemple, celle des endocrino-diabétologues, qui est aussi une cible qu'on peut avoir l'habitude d'adresser, qui est intéressée par les messages qui vont être plus spécifiquement liés à leur spécialité, donc sucre, diabète, régulation de la glycémie. Donc une cible intéressante à approcher, toutefois il faut naturellement prendre en compte ces spécificités. Dernier exemple de cible, les cardiologues, qui, on le sait, est une cible qui est assez ouverte à l'idée d'un meilleur accompagnement sur les thématiques nutrition et qui, tout comme les endocrinos et diabétologues, va être plus intéressée, en tout cas, va s'intéresser davantage aux messages qui vont être liés directement à leur pratique, donc teneur en sel, tout ce qui va toucher aux maladies cardiovasculaires et qui va toucher d'une manière plus générale à leur pratique. Des profils, il en existe d'autres. On vous donne là, ici, 5 exemples qui peuvent être intéressants à approcher. C'est des portraits qu'on a faits qui sont le fruit de notre expérience dans le cadre de plusieurs accompagnements qu'on a pu faire auprès de nos clients. Deuxième point, le professionnel de santé a besoin de données expertes. Exactement, il ne faut pas s'attendre à ce que le professionnel de santé transmette d'une façon automatique à son patient les atouts de votre marque grâce à un flyer ou un dépliant produit, si on peut dire ça comme ça, qui tourne autour de votre produit. Donc, une démarche un peu nombriliste ou product-centrique ne serait pas efficace selon nous. Le pro de santé ne transmettra que des contenus utiles à ses patients. Donc, il a besoin d'informations qui sont crédibles, spécifiques et de qualité, et il faut donc bien sélectionner ses messages. Effectivement, comme le dit Soa, on l'a vu avant, les professionnels de santé ont des attentes très spécifiques de par leur spécialité. C'est donc important de leur fournir des informations sur l'offre produit qui ne sont pas les mêmes que celles qu'on va adresser à une cible plus grand public et qui va être des données un peu plus expertes. Par exemple, on peut communiquer sur des éventuelles reformulations effectuées, comme par exemple des améliorations de Nutri-Score, mais au-delà de l'amélioration de Nutri-Score, qu'on pourrait aussi adresser auprès d'un grand public, ce qui peut être intéressant, c'est de présenter tous les leviers nutritionnels, en tout cas tous les changements qui ont pu être faits dans la recette, justement pour pouvoir améliorer ce Nutri-Score ou effectuer des reformulations. Je parle ici de reformulation, d'évolution Nutri-Score auprès d'un diabétologue, par exemple. Une reformulation en sucre pourrait aussi être très intéressante. Et tous les mouvements au sein de la recette qui ont pu conduire, qui ont pu permettre cette réduction en sucre sera intéressante à évoquer. Ensuite, on peut aussi imaginer, par exemple, de communiquer des éventuels engagements d'entreprise en matière de nutrition, de sécurité sanitaire, d'hygiène, par exemple des objectifs nutritionnels de réduction en sucre sur 5, 10 ans, ou même des données de consommation que vous pourriez avoir et qui ne seraient pas disponibles publiquement. Ce type de données, ça permet vraiment
à cette cible de sentir que la marque lui donne accès d'une certaine manière aux coulisses des mouvements de l'entreprise et de se sentir privilégié, en tout cas, qui sentent qu'on lui adresse des informations qui sont bien liées à sa pratique et qui ne sont pas des informations qui sont déjà facilement disponibles. Ensuite, au-delà des informations liées directement au produit, le professionnel de santé sera également intéressé par des données expertes provenant de sources fiables et documentées. Par exemple, appuyer la démarche nutrition-santé d'une marque par des études, des recommandations d'autorités de santé, comme ici on vous a mis l'ANSES, l'EFSA, donc des données correctement sourcées, permettra de crédibiliser encore plus la démarche auprès du professionnel de santé et que lui comprenne que la marque a aussi des bases scientifiques solides. Il est aussi possible de proposer, par exemple, un état des lieux scientifique succinct sur une problématique alimentaire, toujours émanant de sources connues et légitimes auprès du médecin, qui permettra, là encore, de l'intéresser, même pourquoi pas de lui faire gagner du temps sur une problématique, en tout cas sur de la documentation qu'il n'aura pas forcément par ailleurs. Ça peut être aussi de simples données, mais pas toujours facilement accessibles. Typiquement, l'étude 1K3, qui est publiée par l'ANSES, est une source d'information qui est précieuse et on le sait, qui intéresse souvent les médecins. Une grosse source qui présente un petit peu l'état des lieux de la consommation alimentaire en France. C'est toujours quelque chose qui est intéressant pour les médecins et qui comporte beaucoup d'informations. Et on peut tout à fait sélectionner des informations de consommation qui sont liées justement à son produit. Au global, c'est des données vraiment qui vont permettre d'appuyer la crédibilité de la marque auprès du professionnel de santé, d'appuyer la personnalisation du message, qui est hyper importante pour cet expert, mais aussi, du coup, permettre à cet expert de s'approprier davantage ces informations et non pas simplement recevoir un message produit classique. Troisième enseignement, le professionnel de santé s'intéresse aussi aux préoccupations de son patient. Exactement, on échange beaucoup chez Protéines avec les professionnels de santé, que ce soit des médecins généralistes ou autres. Et on comprend de plus en plus que les médecins s'intéressent à ce qui intéresse leurs patients. Parce que le patient, aujourd'hui, a également des attentes grandissantes, donc, qui sont liées à des sujets très différents, comme l'écologie, le bien-être animal, la qualité des produits, l'origine française, etc. Donc, ce sont des sujets qui sortent du cadre de la consultation classique ou de la raison pour laquelle le patient est venu voir son médecin. Et donc, c'est important d'outiller le professionnel de santé aussi sur ces aspects-là qu'il ne maîtrise pas forcément. On a tendance à se dire « Ah oui, c'est un médecin, donc il connaît tout ». Bah, non, en fait, il a besoin d'être outillé. Et donc, ces outils-là, ils peuvent faire l'objet de discussions lors de ces consultations avec les patients. Effectivement, quand on sait que 57% des Français sont à la recherche de labels qui garantissent une fabrication française, on peut naturellement se dire alors que la mise en avant d'une filière française et responsable de la consommation d'un produit quel qu'il soit pourra aider le médecin à convaincre son patient parce que c'est des enjeux qui sont potentiellement importants pour lui. Donc, si le médecin, au-delà de recommander la consommation d'un produit, il y a peut-être d'autres enjeux qui vont intéresser son patient. On vous a mis ici l'exemple du Made in France. Il y a aussi plein d'aspects qualité, plein d'aspects liés, comme le disait Soa, à l'écologie, qui sont des attentes qui sont, on le sait, grandissantes. Et il n'est pas impossible justement que le patient soit interrogé, que le patient interroge le médecin sur ces thématiques-là qui ne sont pas directement liées à la nutrition ou à la sécurité sanitaire des aliments. Pareil, l'alimentation, ça peut être un sujet qui peut faire peur dans certains cas pour les consommateurs. 77% des Français préfèrent consommer des aliments peu transformés. Donc là aussi, aider le médecin à mieux comprendre ces problématiques qu'il n'a pas toujours le temps de bien approfondir dans le cadre de sa pratique et lui proposer des éléments qu'il pourra transmettre à son patient pour le rassurer, pourra être intéressant. En tout cas, pourra intéresser le médecin et pourra l'aider justement à communiquer sur ces aspects. On parle souvent des additifs. Là, je vous ai mis l'exemple de l'ultra-transformation. On parle souvent des additifs, de la longue liste d'ingrédients. Donc, c'est des choses qui peuvent être intéressantes à communiquer auprès du médecin.
Troisième exemple, le consommateur, il est aussi également confronté quotidiennement à de multiples problématiques liées à l'alimentaire, utilisation d'applications de notation, étiquetage nutritionnel comme le Nutri-Score, score de transformation, des scores, il y en a, enfin, vous le savez, on voit une émergence de scores qui existe et parfois le consommateur, entre les labels, les scores et les autres inquiétudes qu'il peut avoir, il peut se poser plein de questions, en fait. Donc, si je prends l'exemple de Yuka, aujourd'hui, Yuka, c'est 15 millions d'utilisateurs, en tout cas en 2020. Et donc, il n'est pas impossible que le patient sollicite son médecin sur le score Yuka d'un produit ou même sur le fonctionnement de l'application lui-même. Donc là encore, apporter des éléments sur ce type d'informations qui ne sont pas directement liées forcément à la pratique du médecin, ça peut être intéressant parce qu'il peut être possiblement sollicité par ces questions. Vous le savez aussi, par exemple, sur des données comme une base de données comme Open Food Facts, on a de plus en plus de scores qui émergent et une base de données qui est, on le sait, assez utilisée par les consommateurs et donc des consommateurs qui sont de plus en plus exposés à différents types de labels. Quatrième enseignement, le professionnel de santé est souvent victime d'infobésité. Donc, le professionnel de santé, on l'a dit avant, dispose de très peu de temps lors de l'exercice et sont par ailleurs très sollicités par d'autres marques, par d'autres laboratoires en majorité d'ailleurs. Juste pour vous donner une idée, 54 heures par semaine, c'est le temps de travail des médecins généralistes libéraux. Donc, on voit que en tout cas, ils ont un emploi du temps très chargé, effectivement. Le temps moyen d'une consultation, c'est 18 minutes, donc ça va très, très vite. Voilà, les retours qu'on a des différents médecins généralistes, c'est que les consultations doivent s'enchaîner et que ce n'est pas toujours très confortable pour eux d'avoir justement un temps court comme ça. En tout cas, ils ont besoin d'optimiser d'une certaine manière leur consultation. Et on le sait aussi, le temps consacré à la mise à jour des connaissances, pour les médecins généralistes, en tout cas, c'est 2 heures par semaine. Donc, c'est pareil, c'est très court. Donc, dans ces 2 heures, eux, ils vont aller chercher proactivement eux-mêmes des informations, mais ils vont aussi être sollicités par toutes les marques, comme je le disais avant, des laboratoires, des marques agroalimentaires. Donc, c'est important d'adapter sa communication par rapport à ces enjeux-là. Exactement, c'est pour ça qu'il faut vraiment privilégier des contenus qui sont concis, même si on parle à des professionnels de santé. Donc, des contenus qui sont concis avec une sélection très rigoureuse des principaux messages. Il faut créer des contenus accrocheurs, synthétiques, inspirants, voilà, comme si on communiquait avec le grand public. Donc, voilà, ne pas oublier que les données, voilà, aussi expertes soient-elles, ne pourront pas être valorisées et retenues si elles ne sont pas synthétisées. Donc, ce travail donc, de synthèse, il est absolument indispensable pour communiquer aux médecins. Donc, comme pour la communication grand public, si on transmet beaucoup d'infos, on finit par diluer le message. Et là, et ça, on le sait tous. Donc, la règle reste la même. Prioriser le message à transmettre et l'appuyer avec des arguments concis permettra de garantir la transmission du message aux professionnels de santé. Nous allons passer au 5e point. Le professionnel de santé a besoin d'être accompagné pour évoquer des sujets de prévention. Oui, alors comme on l'a vu précédemment, les professionnels de santé n'ont bien souvent pas le temps d'aborder des questions autres que celles qui vont être directement liées au motif de la consultation. Bien sûr, ils se concentrent sur ce qu'on va appeler le curatif, puisque c'est le motif pour lequel le patient vient voir son médecin. En revanche, on voit que beaucoup de professionnels de santé nous expriment leur envie et leur volonté d'aborder des sujets qui ne vont pas forcément être liés directement à la consultation. Et typiquement, des sujets liés à des habitudes alimentaires, des sujets liés effectivement à l'équilibre, à la volonté de mieux s'alimenter. Mais on constate qu'il y a un frein majeur qui est le temps. Le professionnel de santé, aujourd'hui, n'a pas le temps. C'est pour ça qu'il est absolument indispensable, et en tout cas d'intégrer cette contrainte dans toute la communication qu'on va faire pour aider les professionnels de santé à parler de ces sujets avec son patient en facilitant ces échanges, que ce soit sur le contenu des messages ou sur le format des outils.
Exactement. Donc, pour cela, développer des outils à distribuer auprès des patients permet aux professionnels de santé d'engager le dialogue sur ces sujets de prévention, déjà, peut-être à la fin de la consultation, et d'aider le patient à intégrer de nouvelles habitudes, par exemple alimentaires ou lifestyle ou autres. Donc, il ne faut pas oublier que nous essayons de parler aux médecins pour finalement toucher les patients qui sont nos consommateurs. Hein, je parle en tant que marque alimentaire. Donc, pour cela, des outils plutôt créatifs et inspirationnels à transmettre par le médecin à ses patients seront très importants et nécessaires même. 6e point, le professionnel de santé a vraiment changé. Comme dans tous les domaines, les outils digitaux sont de plus en plus utilisés par le professionnel de santé, donc que ce soit pour s'informer ou pour s'organiser dans son travail. On partage avec vous là quelques chiffres. Du coup, 80% des pros de santé déclarent ne plus pouvoir se passer d'outils digitaux dans leur pratique. Par exemple, on connaît PandaLab, qui est un outil assez complet pour les médecins, qui permet d'échanger facilement entre confrères, d'avoir, par exemple, accès à une base de données de médicaments, etc. Ou encore Interstice, qui permet de partager des données et de faciliter le dialogue entre confrères. Exactement. Aussi, au même titre que chez le grand public, les formats en lien avec le développement de certains usages sont aussi à considérer. Par exemple, on sait que 85% des médecins jugent le format podcast utile. Le format podcast, c'est un format qui a émergé depuis un moment, mais qui se développe de plus en plus. Et d'ailleurs, on voit que plusieurs marques s'en emparent. On a un exemple qui est le podcast du magazine What's Up Doc, qui est un magazine vraiment dédié à la cible jeune médecin et qui propose justement des podcasts qui font intervenir à chaque fois différents types de spécialités et qui est vraiment un format qui est privilégié par justement cette cible jeune. Deuxième exemple, celui des webinaires. Donc, 76% des médecins jugent le format webinaire utile. Donc, webinaire, on le sait, c'est un format qui s'est largement développé, notamment pendant la période de confinement, mais aussi chez les médecins, et qui maintenant s'inscrit dans la durée. C'est aussi c'est naturellement un format pour les médecins et pour tout le monde qui est plus facile et qui est moins contraignant. 7e point, le professionnel de santé n'a pas du tout changé. Exactement. Alors là, vous allez nous dire qu'on vous raconte un peu n'importe quoi. On vous disait il y a quelques minutes que le professionnel de santé a vraiment changé. Et là, on vous dit qu'il n'a pas du tout changé. C'est contradictoire, mais c'est fait exprès. En fait, il n'a pas du tout changé aussi sur certaines choses. Alors effectivement, bien que l'usage du digital se confirme, comme on le disait dans le point précédent, les professionnels de santé ont également besoin de support print. On constate que les outils digitaux prennent de plus en plus de place dans la pratique. On l'a vu tout à l'heure, 80% des professionnels de santé ne peuvent plus se passer du digital dans leur pratique. Et donc, à l'heure où les médecins sont vraiment très souvent sur leurs écrans, ils expriment aussi le besoin de retrouver de temps en temps le format papier, qui est un moyen pour eux de déconnecter. Pareil, hein, quand on discute avec les médecins, en fait, les seuls moments disponibles pour s'informer en plus de leur pratique, alors on l'a vu, 54 heures de travail par semaine, 18 minutes de consultation en moyenne, et ben, ça va être les temps de pause le soir. Et dans ces moments-là, le format papier est parfois plus apprécié justement pour se déconnecter. Il y a un deuxième point, c'est que pour certains médecins, le format papier est un format qui permet de faire plus facilement le lien avec leurs patients plutôt que certains outils digitaux. Exactement. Donc, il est vraiment nécessaire de combiner des outils print et digital. Donc, des outils print peuvent aussi être fonctionnels et renvoyer vers des supports digitaux, par exemple, via un QR code à scanner, etc. On passe au 8e point, où le professionnel de santé n'est pas toujours la première cible, notre première cible. Alors effectivement, là aussi, on l'a vu avant, le professionnel de santé n'a pas toujours le temps de dialoguer avec son patient sur des notions préventives, notamment des notions qui vont être liées à l'alimentation. Alors, à ce moment-là, aider cette cible à évoquer des messages auprès du patient peut aussi passer par le patient lui-même.
en effet, une communication ciblée auprès du patient dans le cadre de la consultation pourra permettre au patient d'amorcer ces échanges avec le professionnel de santé sans que ce soit le professionnel de santé qui ait cette démarche auprès de son patient. Exactement. Donc, une communication ciblée pourra permettre d'exposer le patient à des informations qu'il pourra ensuite évoquer avec son professionnel de santé. Et s'il y a un endroit stratégique pour faire ça, c'est bien sûr la salle d'attente. Donc, on vous donne une idée de l'importance de cet endroit en quelques chiffres. 18 minutes, c'est le temps moyen passé d'un patient en salle d'attente. 93% des patients consultent les brochures d'information santé chez le médecin, donc en salle d'attente. 65% des patients jugent les affiches en salle d'attente comme le média le plus efficace pour s'informer. Donc, nous parlons bien sûr d'outils print ou vidéo pour les salles équipées d'écran. Et d'ailleurs, beaucoup de cabinets médicaux ont décidé d'installer des écrans depuis la pandémie pour éviter la transmission du Covid en manipulant des magazines ou d'autres outils print en salle d'attente. Donc, le format vidéo commence vraiment à émerger dans les salles d'attente. On passe au 9e point où le professionnel de santé a besoin d'échanger. Effectivement, le dialogue avec la marque est important pour le professionnel de santé, au même titre, par exemple, que les visiteurs médicaux qui sont poussés au laboratoire, qui peuvent recevoir par ailleurs. Ça leur permet d'avoir un contact humain pour incarner les messages de la marque. Et donc, pour aller à la rencontre des professionnels de santé, un endroit qui peut être intéressant est celui des événements où cette cible participe, comme les congrès ou les salons. Et donc, ça donne l'opportunité aux professionnels de santé de discuter directement avec les marques, avec la présence de stands, par exemple. Ça permet aussi à l'entreprise d'obtenir des retours qualitatifs sur sa démarche via ces échanges et pourquoi pas ensuite de pouvoir optimiser ces messages. Ces événements, c'est des événements qui sont assez prisés par les professionnels de santé parce que c'est une occasion pour eux de se retrouver et d'échanger. On le sait, l'échange entre les médecins et les professionnels de santé au sens large, c'est quelque chose qui est important pour eux. Donc, par exemple, un chiffre qui est plus lié au congrès et au salon, 61% des médecins généralistes utilisent les congrès, réunions, colloques et salons pour s'informer. Donc, on voit que c'est vraiment un lieu qui fait partie des lieux privilégiés pour s'informer. Un autre point qui est plus lié ici à la pandémie, c'est que juste après cette période de confinement, où pendant presque 1 an et demi, en fait, tous les salons et congrès ont été annulés, et ben, on voit qu'il y a un besoin de cette cible-là, de se retrouver et de participer au salon, donc aujourd'hui plus que jamais, en fait. Effectivement, un stand en fait, dans un congrès ou un salon est une bonne manière d'interagir directement avec le professionnel de santé et faire passer nos messages. On vous partage ici quelques exemples de congrès et de salons, comme par exemple les JED pour les diététiciens nutritionnistes. C'est un bon point de contact pour aller à la rencontre des diététiciens nutritionnistes français et européens. Il y a beaucoup de marques agroalimentaires qui y participent. Il y a aussi le JNMG et le CMGF qui sont des salons pour les médecins généralistes. Alors, il y a moins d'entreprises agroalimentaires ici, mais c'est une opportunité pour vous aussi en tant que marque alimentaire parce que votre présence va surprendre et on va vous retrouver là où on ne vous attend pas. Donc, votre présence va vraiment surprendre, mais elle va surtout intéresser. Donc, dès que vous expliquez votre démarche, pourquoi vous êtes là et en quoi vous pourrez être utile pour les médecins. Donc, en plus, il y a l'expérience sur un salon. Donc, le médecin va pouvoir tester, il va pouvoir goûter vos produits et communiquer avec vous dans un cadre qui est plutôt convivial et qui permet de mieux convaincre et de mieux faire passer les messages. Ensuite, dixième et dernier point, le professionnel de santé, un interlocuteur sur le long terme. Donc, effectivement, c'est important de considérer cette cible-là sur plusieurs temps dans l'année ou sur plusieurs années, puisqu'une communication qu'on pourra appeler one-shot ne sera pas adaptée pour cette cible qui est, on l'a vu, déjà très sollicitée par ailleurs. Donc, si on fait une communication très ponctuelle qui ne résonne pas ensuite par la suite avec d'autres temps forts de communication, en fait, cette communication ne sera potentiellement pas suffisante. Donc, c'est important d'avoir une démarche d'accompagnement régulière tout au long de l'année. Oui, il y a la fréquence.
il y a la fréquence et il y a la régularité qui sont deux leviers très importants dans la communication auprès des professionnels de santé. C'est pour ça qu'il faut bien réussir sa première vague de communication pour donner envie aux médecins de prendre connaissance de vos contenus quand vous lancez votre deuxième vague. C'est un peu comme quand on commence une série, c'est toujours le premier épisode qui nous donne envie de voir le deuxième et ainsi de suite. Donc voilà, un autre levier important, c'est la diversification des moyens et des canaux de communication, tout en gardant bien sûr un fil rouge. Donc l'idée est de suivre le médecin un peu partout, avec des contenus différents mais cohérents, en cabinet via le print, dans sa boîte mail via le mailing ou les newsletters, ou en salon via votre présence et l'expérience qu'on leur propose. Voilà pour nos 10 points que nous avons partagés avec vous aujourd'hui. Nous allons passer à une petite partie conclusion, peut-être. Pierre. Donc, tout ça pour vous dire que vous êtes légitime de vous adresser aux professionnels de santé. Leurs patients sont aussi vos consommateurs. Exactement. Enfin, en fait, il faut oser parler aux médecins pour faire connaître votre marque et les bénéfices santé de vos produits. C'est une cible très importante à convaincre. C'est un fort tiers de confiance pour les consommateurs. Mais attention, faut pas le faire n'importe comment. Il faut avoir une approche qui soit comprise et convaincante par le pro de santé. Effectivement, il est absolument indispensable que votre communication soit adaptée à la réalité de la pratique du médecin. On l'a vu notamment qui dispose de très peu de temps, en lien avec son quotidien, en lien avec son expertise. Il faut que vos outils lui fassent gagner du temps et lui permettent de jouer un rôle encore plus important dans son rôle auprès de ses patients, qui sont du coup finalement vos consommateurs. Exactement. Donc voilà pour la petite conclusion. On vous a mis sur une slide les 10 points pour vous inspirer. Et voilà, vous me dites si vous avez des questions. Alors, je n'ai pas regardé le chat encore. Oui, il y a pas mal de choses, de questions qui ont commencé à tomber. Donc, n'hésitez pas si d'autres personnes souhaitent interagir. Mais je propose qu'on reprenne les questions dans l'ordre dans lequel elles sont tombées dans le chat. Alors, du coup, on avait une question sur les KPI. Donc, quels sont les KPIs pour tangibiliser la performance d'une action auprès des pros de santé? Alors, les KPI vont être en fait sensiblement les mêmes qu'une action de communication qu'on pourra avoir. On peut en imaginer plusieurs. Hein, si, par exemple, alors selon la stratégie qu'on va employer, si on donne la possibilité de télécharger des outils auprès de cette cible, ça va être par exemple le nombre d'outils téléchargés. Ça peut être aussi le nombre de professionnels de santé touchés au travers du newsletter, par exemple. Ça peut être l'audience d'un média médical. Ça peut être plein de choses différentes qui finalement vont se rattacher assez classiquement à une communication plus traditionnelle. Super. Alors, je continue. Une autre question. Oui, bonne question. Est-ce que tous les industriels sont légitimes de s'adresser aux professionnels de santé? Alors oui, et on l'a d'ailleurs dit dans notre conclusion. Alors, tous les industriels, on a un peu du mal à répondre à cette question, mais en tout cas, beaucoup ou la majorité des marques alimentaires, ils sont légitimes de s'adresser aux professionnels de santé. Il y a toujours quelque chose d'intéressant à dire et encore plus quand on est dans une démarche d'amélioration produit. Voilà, donc il y a toujours des choses à dire aux professionnels de santé parce que c'est quelque chose qui est vraiment lié à l'alimentation. Et du coup, je rebondis puisqu'il y a une question un peu similaire qui demande si effectivement même les marques qui proposent des produits gourmands, hein, pas forcément des produits sains ou à valeur ajoutée nutritionnelle, est-ce que ces marques aussi sont légitimes d'aller sur ce canal de communication et d'information? Alors, ça peut être, bien sûr, en fait, à partir du moment où, effectivement, soit elle a dit, le produit fait partie de la consommation des Français, potentiellement, il pourra avoir des questions auprès de son médecin. La simple transparence sur les valeurs nutritionnelles
est un élément d'information qui peut être intéressant d'adresser au médecin pour que lui puisse avoir les outils pour correctement s'adresser à son patient. Donc, une brochure nutritionnelle, des éléments d'information plus poussés sur des données de composition, sur des mouvements nutritionnels, même sans forcément qu'il y ait d'efforts nutritionnels, rien que la transparence, c'est quelque chose qui peut potentiellement être intéressant à communiquer auprès de cette cible-là. Ok, très bien. Je continue avec les questions. Du coup, comment les professionnels de santé vous contactent? J'imagine que des médecins généralistes, par exemple, passent par un intermédiaire pour accéder à vos informations. Nous, en tant que protéines, ouais. En fait, alors si on travaille pour une marque, il y a plusieurs manières d'adresser des messages auprès du professionnel de santé. Ça peut être une newsletter, ça peut être des publics rédactionnels, ça peut être plein de choses différentes. Et par ce biais-là, on transmet des informations, mais on peut aussi donner la possibilité de télécharger des outils physiques. Donc, c'est principalement par des canaux, ce type de canaux-là qu'on peut toucher les médecins généralistes, par exemple. Il est toutefois important, chaque spécialité aussi a des canaux de communication spécifiques. Donc, c'est important de bien considérer le canal qu'on va utiliser pour toucher la bonne cible, en fait. C'est ça. Et en fait, là, c'est plutôt nous, Protein XTC, ou en tout cas les clients qu'on accompagne qui souhaitent s'adresser aux professionnels de santé. Et donc, la communication se fait plus dans ce sens-là, plutôt que le professionnel qui contacte directement. Oui, peut-être que pendant la discussion, on parlait, on disait qu'on contacte, on échange beaucoup avec les professionnels de santé. Je disais ça parce que nous, on a un réseau, en fait, on connaît pas mal de médecins experts qui participent parfois à des campagnes avec nous. Et voilà, donc c'est pour ça peut-être que… Et c'est aussi, pour faire suite à ce que dit Soa, typiquement, quand on participe à des congrès de professionnels de santé, c'est aussi à ce moment-là, dans des temps d'échange un peu plus informels, où justement, on peut avoir entre guillemets, ces insights-là. C'est-à-dire que nous, on se nourrit aussi de ce qu'on peut avoir sur les congrès. Quand on rencontre cette cible-là, ça nous nourrit justement pour avoir des retours un peu plus qualitatifs sur la démarche de l'entreprise, est-ce qu'elle est cohérente, qu'est-ce qu'on peut optimiser. Donc, c'est aussi beaucoup sur ces occasions-là que justement, on sait que les congrès, c'est un format qui est apprécié par les professionnels de santé. On sait quel type de message va être potentiellement plus intéressant pour eux. Donc, c'est encore une fois intéressant justement d'avoir ces temps d'échange-là avec les médecins. Super. Alors, encore quelques petites questions, je vois qui tombent. Est-il intéressant de s'adresser aux médecines alternatives? Alors, oui, potentiellement. En fait, tout dépend des produits qu'on propose et de la catégorie de consommateurs qu'on touche. Si nos consommateurs sont plus enclins à aller voir par exemple des naturopathes ou d'autres cibles qui sont moins liées à la médecine traditionnelle, alors oui, ça peut être intéressant, à condition là encore d'avoir une communication pertinente et ciblée pour ce type d'expertise. Exactement. Après, on a pas mal parlé de marques alimentaires pendant le webinaire, mais nous, on accompagne aussi des interprofessions, voilà, donc, du coup, on ne s'adresse pas toujours juste en tant que marque, mais en tant que produit français, frais, etc. Donc, oui, on est encore plus légitime d'aller parler aux médecins, voilà, aux spécialistes alternatifs. Très bien. Et encore 3 questions, et je pense qu'on pourra s'arrêter là. On nous demande si les congrès ont-ils bien repris depuis la période Covid? Alors, oui. Oui. Ils ont repris. Les JED vont se tiennent là en ce moment, commencent demain. Je crois que les JNMG sont passés semaine dernière. Donc oui, les congrès ont repris il y a pas mal de monde. Et je crois ont du succès, oui, tout à fait. Je crois que les professionnels de santé, ils sont contents de se retrouver entre confrères, si on peut dire ça. Voilà, donc ils aiment bien normalement aller en groupe au salon. Voilà. D'autres questions? Oui, écoutez, je pense encore 2 questions. Donc, est-ce que vous avez des exemples de communication qui ont bien fonctionné?
des communications professionnelles auprès des professionnels de santé, des campagnes? Oui, on en a. Alors, on a souvent notamment auprès de la cible diététicien nutritionniste, souvent des outils qui fonctionnent pour plusieurs de nos clients. On l'a vu, hein, c'est des outils d'une cible qui est souvent plus friande d'outils qui vont lier à des marques alimentaires. On a même des diététiciens qui, d'année en année, attendent cet outil qu'on va développer auprès de ce client. Donc, c'est un peu ce qu'on disait avec le dernier point, c'est-à-dire qu'avoir une communication qui va être vraiment sur le long terme, à la fin, ce qu'on constate sur certains de nos clients, c'est que l'outil est attendu, en tout cas l'actualisation de l'outil est attendue par cette cible-là. Et donc, ça permet vraiment d'avoir cette manière de les toucher sur le long terme, en tout cas de les aider à s'approprier les messages de la marque et à utiliser correctement nos outils. Super. Et enfin, du coup, dernière question, est-il intéressant d'avoir une communication sur Doctolib? Alors, Doctolib, c'est devenu un peu un outil indispensable pour les médecins. Ça permet c'est un outil d'organisation pour les médecins et c'est devenu automatique pour les patients d'aller sur Doctolib pour prendre un rendez-vous. Mais il n'y a pas de vente d'espace sur Doctolib pour l'instant. Donc, on suit ça de près, mais il n'y a pas de publicité, entre guillemets, aujourd'hui sur le site Doctolib. Et puis, ce n'est pas forcément un média sur lequel le médecin va prendre le temps de s'intéresser à une marque spontanément. C'est un outil plutôt. Exactement. Un outil pour les médecins. Ok, écoutez, je crois que les questions ont l'air de s'être taries. Donc, en plus, on est parfaitement dans les temps hein, pour un webinaire qui durerait 45 minutes. Écoutez, merci pour votre écoute. Hein. Je vous rappelle quand même que le but de ce webinaire, c'était vraiment de donner des clés d'entrée de ce qui nous paraissait, nous, important à savoir lorsqu'une marque alimentaire souhaitait s'adresser ou initier une démarche auprès de cette cible particulière. Voilà, donc c'était vraiment les 10 points à retenir dans ce cadre-là. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez en savoir plus hein, sur l'accompagnement qu'on peut donner auprès de cette cible, des différentes cibles dans les professionnels de santé, leurs particularités, etc. Nous, on sera bien évidemment ravis d'en parler avec vous. Écoutez, merci à tout le monde et à très vite, hein, du coup, pour aussi un prochain webinaire Protéines XTC. J'en profite pour le dire ici, mais on prévoit d'organiser un nouveau webinaire sur une autre expertise de notre cabinet qui est sur l'innovation, donc par rapport au CIAL, hein, le CIAL qui s'est tenu à Paris il y a la semaine dernière. Donc voilà, vous verrez passer également des communications à ce sujet. Merci à tous et merci Pierre et Soa. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.